Bienvenue sur Tout médecin. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la cardiologie, les antiarythmiques. Ces médicaments, ils peuvent littéralement sauver des vies en calmant des rythmes cardiaques devenus complètement chaotiques. Mais attention, leur puissance a un revers, une marge thérapeutique super étroite et ce risque un peu paradoxal de provoquer des arythmies. Les prescrire, c'est un art, c'est sûr, mais les surveiller, ça, c'est l'affaire de tous les médecins. Alors pour vraiment maîtriser ces médicaments, il faut d'abord revenir aux bases, l'électricité du cœur. Parce qu'une arythmie, au fond, c'est ni plus ni moins qu'un court-circuit dans le système électrique cardiaque. Et les antiarythmiques, eh bien, ce sont nos outils pour essayer de réparer ce circuit. Allons voir ça de plus près. Bon, tout commence ici, dans le nœud sinusal. C'est notre pacemaker naturel, c'est lui qui donne le rythme. De là, l'impulsion électrique traverse les oreillettes pour arriver à un point de contrôle absolument crucial, le nœud auriculo-ventriculaire. Ici, l'influx fait une petite pause. C'est un délai qui est essentiel pour que les ventricules aient le temps de bien se remplir. Et puis, ça repart de plus belle. Via le faisceau de His et le réseau de Purkinje, le signal se propage à toute vitesse pour déclencher une contraction des ventricules qui soit parfaite et bien synchronisée. Pour faire simple, on peut dire que le cœur a deux types de câbles électriques. D'un côté, on a les cellules lentes des nœuds, les chefs d'orchestre, qui utilisent principalement le calcium pour se dépolariser. Et de l'autre, les cellules rapides, celles des muscles, qui, elles, utilisent un énorme afflux de sodium pour une contraction rapide et puissante. Sodium, calcium. Il faut bien retenir ces deux ions. Ce sont précisément eux que nos médicaments vont cibler. Le mécanisme qu'on retrouve le plus souvent derrière une tachycardie, c'est la réentrée. Il faut s'imaginer un signal électrique qui, au lieu de faire son chemin normalement et de s'éteindre, se retrouve coincé dans une sorte de boucle. Il se met à tourner, et à chaque tour, il réexcite le cœur, créant un rythme qui s'emballe complètement. Regardons un peu comment ce circuit infernal peut se former. Normalement, quand l'influx arrive à une bifurcation, il passe des deux côtés. Maintenant, imaginons qu'il y a un blocage dans une seule direction sur l'une des voies. L'influx ne peut plus descendre par là, il passe donc par l'autre chemin. Mais c'est là que le piège se referme, il a le temps de remonter à contresens par la voie qui était bloquée parce qu'elle est de nouveau prête à être activée. Et voilà, la boucle est créée. À chaque tour, c'est un battement en plus. La tachycardie est lancée. Face à ces problèmes électriques, comment on choisit le bon outil? C'est là qu'intervient la classification de Vaughan Williams. C'est notre guide. Elle ne fait pas que lister des médicaments, elle les classe en 4 grandes stratégies. 4 manières différentes de réparer le circuit électrique du cœur, en agissant sur des mécanismes bien précis. Voici la vue d'ensemble. La classe I, on bloque les canaux sodiques, ça ralentit la dépolarisation, et à l'ECG, ça se voit par un QRS qui s'élargit. La classe 2, ce sont les bêta-bloquants. Ils calment le jeu en freinant au niveau du nœud AV, ce qui allonge l'espace PR. La classe 3, on s'attaque aux canaux potassiques. On prolonge la repolarisation et là, le signal à surveiller à l'ECG, c'est l'allongement du QTC. Enfin, la classe 4, les inhibiteurs calciques, ils agissent un peu comme la classe 2 en ralentissant le nœud AV et donc en allongeant aussi l'espace PR. La classe I, on pourrait les appeler les ralentisseurs. Ils agissent directement sur les canaux à sodium des cellules rapides. En freinant cette entrée massive de sodium, ils diminuent la vitesse à laquelle l'influx se propage. C'est une stratégie très efficace pour casser une boucle de réentrée qui tourne trop vite. Avec la classe 2, l'approche est différente. Au lieu de cibler un canal ionique directement, les bêta-bloquants agissent comme un bouclier qui protège le cœur de l'adrénaline. Leur action clé, ralentir le passage de l'influx dans le nœud auriculo-ventriculaire. C'est la stratégie de référence pour freiner les ventricules lors d'une fibrillation auriculaire et éviter que le cœur ne s'emballe. La classe 3, elle, agit sur la phase de recharge de la cellule. En bloquant la sortie du potassium, ces médicaments allongent la durée du potentiel d'action. C'est un peu comme si on augmentait le temps de repos obligatoire de la cellule avant qu'elle puisse être de nouveau excitée. Cette période, qu'on appelle réfractaire, est donc prolongée, ce qui est très efficace pour empêcher les circuits de réentrée de continuer à tourner. Et enfin, la classe 4. En pratique, il s'agit surtout du verapamil et du diltiazem. Ces inhibiteurs calciques ciblent le courant calcique lent qui est fondamental pour les cellules des nœuds. Un peu comme les bêta-bloquants, leur effet principal est de mettre un frein à la conduction dans le nœud auriculo-ventriculaire. Bon, tout ça, c'est la théorie, la classification. Mais en pratique, au quotidien, qu'est-ce qu'on utilise vraiment? Voyons maintenant les molécules phares, celles qu'on retrouve le plus souvent sur nos ordonnances. En réalité, l'arsenal qu'on utilise tous les jours se concentre sur quelques molécules clés. Pour la classe I, c'est quasi exclusivement la flécaïnide. Pour la classe 2, c'est la grande et vaste famille des bêta-bloquants.
En classe 3, deux noms dominent très largement, l'amiodarone et le sotalol. Et pour la classe 4, c'est le duo verapamil-diltiazem. L'amiodarone, elle mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est une molécule d'une efficacité redoutable, mais aussi d'une complexité assez unique. Officiellement, elle est classée en I, mais en réalité, elle a des effets qui touchent aux 4 classes. C'est un vrai couteau suisse. Mais cette polyvalence a un prix, une toxicité extracardiaque importante, notamment à cause de sa forte teneur en iode. On doit donc surveiller la thyroïde, la peau à cause de la photosensibilité, les yeux pour les dépôts cornéens, et surtout, il faut garder en tête le risque de fibrose pulmonaire qui est rare mais gravissime. Puisqu'on joue directement avec l'électricité du cœur, notre meilleur outil de surveillance, c'est évidemment celui qui la mesure, l'électrocardiogramme. Sous antiarythmique, l'ECG n'est plus seulement un outil de diagnostic, il devient un véritable tableau de bord qui nous permet de piloter le traitement, de vérifier qu'il est efficace et surtout de guetter les tout premiers signes de danger. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit chercher sur l'ECG d'un patient qui prend ces traitements? Chaque classe va laisser sa propre signature. Pour la classe I, comme la flécanide, on a l'œil sur le QRS. S'il s'allonge de plus de 25% par rapport à sa valeur de départ, c'est un signal d'alarme. Pour la classe 3, le paramètre critique, c'est l'intervalle QTC. Et pour les classes 2 et 4, on va chercher un allongement de l'espace PR et bien sûr une baisse de la fréquence cardiaque, une bradycardie. Et pour cet intervalle QTC, il y a un chiffre, une limite à graver dans le marbre, 500 millisecondes. Au-delà de cette valeur, on entre dans la zone rouge, le risque d'une complication potentiellement mortelle devient majeur. Cette complication, la voici, c'est la torsade de pointe. C'est une forme très particulière de tachycardie ventriculaire qui peut être létale. Son aspect à l'ECG est vraiment caractéristique, avec cette espèce de torsion des complexes QRS autour de la ligne de base. C'est l'effet pro-arythmique le plus redouté des médicaments de la classe 3. On le voit bien, prescrire un antiarythmique, c'est un peu comme marcher sur une corde raide entre le bénéfice attendu et le risque qu'on prend. Et pour ne pas tomber, connaître les contre-indications absolues sur le bout des doigts, ce n'est pas une option, c'est tout simplement non négociable. Retenons l'essentiel. Pour la classe I, la règle est simple. Jamais sur un cœur déjà malade, que ce soit une insuffisance cardiaque ou une cardiopathie ischémique post-infarctus. Le risque pro-arythmique est beaucoup trop élevé. Pour la classe 2, on évite bien sûr en cas d'asthme ou de gloque auriculo-ventriculaire de haut grade. Pour la classe 3, la contre-indication formelle, c'est un QT long préexistant. Et enfin, pour la classe 4, on les proscrit formellement dans l'insuffisance cardiaque sévère à cause de leur effet inotrope négatif. Cette phrase, elle résume parfaitement toute la problématique. Si la décision de commencer le traitement revient souvent au cardiologue, la surveillance au long cours, la détection des signaux d'alerte, ça, c'est l'affaire de chaque médecin qui suit le patient. Abonnez-vous pour plus de vidéos.